je tiens d'abord à remercier Jeffrey Playas qui a discipliné un peu mon côté désordonné. Il a pu quand même me faire comprendre qu'il y avait aujourd'hui la séance, etc. Étant souvent en prison, je passe 3 jours par semaine en prison, je deviens légèrement déséquilibré parce que c'est vraiment le lieu où on voit bien la déchéance humaine dans toute sa splendeur. Cela étant, aujourd'hui je vais parler de ces phénomènes à propos desquels il y a un très grand accord entre ce que je fais et ce que fait James. Je crois que là nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde, avec des nuances que je vais introduire. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est les émotions, mais surtout l'articulation entre les émotions. C'est-à-dire, par exemple, la peur, l'indignation, l'humiliation, ces phénomènes-là, c'est-à-dire, c'est toujours articulé. J'ai du mal à dégager une émotion à l'état pur. Je veux dire, par exemple, la colère seule, c'est très difficile. La colère est socialement située, non seulement socialement située, mais il est aussi historiquement situé. Et d'ailleurs, je ferai comme ça, j'essaierai de montrer comment, par exemple, le même affect, la même émotion, comme la colère ou le sentiment d'humiliation, à des moments différents, donne naissance à des formes d'action et de réaction différentes. Et cela, je l'analyse dans une perspective, si vous voulez, où ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement l'individu, c'est l'individuation. Mais en même temps, sa fragilité, ce qu'on pourrait appeler la désindividuation, c'est-à-dire l'écroulement de ce qu'on pourrait appeler cette espèce de construction mentale, imaginaire, en même temps réelle de l'individu, et comment, par exemple, quelquefois, il y a une fuite dans la mort. La mort devient un des éléments centraux, surtout quand on travaille sur le martyr, et moi ça a été l'un des thèmes essentiels de mes travaux, le martyr, le djihad, et tous ces phénomènes-là, mais cette fois-ci dans la perspective d'une sociologie des affects, des passions, des émotions, mais en même temps de la construction et de la déconstruction de soi. C'est pour ça que j'ai pris vraiment cette notion de martyr dans plusieurs ouvrages, d'abord à partir de l'expérience iranienne, où j'ai participé, je veux dire, aux manifestations, et ça aussi c'est une chose, c'est que la participation du sociologue peut se faire par la médiation des nouvelles technologies, ce qui est fondamental, ce qui me paraît très légitime, mais aussi par une, je veux dire, participation effective. Moi j'ai été dans la révolution islamique en Iran en 1979, j'étais un jeune chercheur, ensuite j'ai été en 2009 en Iran aussi, ce qu'on appelle le mouvement vert, un Green Movement, et en même temps, un certain nombre de pays arabes pour le printemps, ce qu'on appelle le printemps arabe, on peut ne pas l'aimer, les révolutions arabes, si vous voulez. Le printemps arabe devient un peu comme ce qu'on appelle l'impressionnisme. Vous savez, l'impressionnisme, au début, pourquoi qualifier le mouvement impressionniste, c'était une sorte d'injure, insulte. Et puis c'est devenu un qualificatif. D'ailleurs, le feu Rami Khouri a consacré un article à ce printemps arabe pour dénoncer cette expression, pour dire qu'il ne faut pas utiliser, il faut utiliser la notion de thawra, révolution beaucoup plus. Moi je ne vois aucune objection, mais je veux dire, on peut participer soi-même, mais la participation sera toujours un phénomène limité dans le temps, et donc on peut toujours reprocher de vouloir généraliser à partir d'un vécu individuel ce qui relève en quelque sorte des émotions, des affects, des sentiments des autres, si vous voulez, dans leur diversité, dans leur irréductibilité, mais aussi dans leur enchaînement dans le temps. Je veux dire, tout cela évidemment montre que notre science, entre guillemets, la sociologie, en est une imparfaite, comme c'est la liberté humaine. Et moi je pense que nos témoignages auront un sens. D'abord ça influence sur les mouvements sociaux eux-mêmes, sur les phénomènes par le biais des sociologues que vous êtes. Je veux dire, vous devenez ensuite des porte-parole en quelque sorte de ces phénomènes-là, que vous le vouliez ou non. Et donc on intervient de ce fait, mais en même temps rend la compréhension de ces phénomènes, si vous voulez, par un autre biais que celui d'une rationalité aride. Et là je suis tout à fait d'accord avec James que une rationalisation à outrance qui commencerait par là ne fait pas comprendre, je veux dire, la spécificité de ces phénomènes. Un mouvement social, c'est une protestation, mais qui est vécue dans la chair des gens, qui est vécue dans leur, comment dire, dans leur rapport
à un phénomène que j'appellerais moi la sincérité. Je veux dire, quand on participe à un mouvement social, même si c'est instrumental, même si c'est pour avoir des avantages matériels, il y a quelque chose de sincère que, par exemple, une sociologie goffmanienne ne rend pas très bien. Je veux dire, c'est ça. Le côté sincère. Goffman, c'est toujours, si vous voulez, comme si on avait des masques les uns vis-à-vis des autres, honte, etc. Mais alors, comment couvrir, comment... Et moi, je crois que la notion de sincérité dans le vécu des acteurs des mouvements sociaux est un phénomène essentiel, et c'est pour cette raison que je comprends en partie pourquoi James Jaspers ne cite pas toujours Goffman, même si par ailleurs son travail est un travail extraordinaire. Bon, je reviens donc après cette espèce de préambule décousu à ce que je veux développer ici. J'espère que j'aurai assez de temps. Donc, d'une part, articulation entre les émotions et les affects. D'autre part, leur situation dans le temps. Par exemple, ce que j'ai observé, et je vous donnerai ce cas comme tel, la relation entre colère, humiliation, volonté de revanche, et en même temps jubilation, dans la révolution islamique en Iran en 1979, n'est pas de même nature que la colère, l'humiliation, la contre-humiliation et la jubilation, par exemple, dans le mouvement vert, en Iran même, aux mêmes endroits pratiquement, je veux dire, dans un axe qui est devenu un axe symbolique en Iran, entre ce qu'on pourrait appeler la place Azadi, la place Liberté. Vous savez, un peu partout dans le monde musulman, vous avez toujours cette place Azadi, Hurriya, liberté, libération. Je veux dire, c'est une expression qui a quand même une portée symbolique fondamentale, et vous trouvez un peu partout. Donc là aussi, à Téhéran, il y a cette place de la liberté Azadi, et puis à l'autre bout, une vingtaine de kilomètres de l'autre côté, vous avez aussi une place qui est près de l'université de Téhéran, et où on voit bien comment les manifestations se déroulent dans cet axe symbolique, surtout quand ils veulent avoir une influence. Alors, je prends le cas d'abord de 1979, mais je pourrais très bien prendre un certain nombre de cas qu'on pourrait qualifier, si vous voulez, de mouvements islamistes, radicaux ou non, à ces phénomènes. Quand j'étais vraiment très jeune, j'avais fait un travail sur la sociologie de la révolution iranienne avec un chercheur de CNRS, Paul Vieille, un gros livre en 2 tomes de 500-600 pages que personne n'a lu, tout simplement parce que c'était trop gros. Et puis, parce que c'était vraiment les acteurs par le bas. C'est-à-dire, on avait... D'abord, moi-même, j'avais participé à ce phénomène pendant plusieurs mois, et d'autre part, on avait interrogé non pas les dirigeants des syndicaux ou les dirigeants des phénomènes, mais des gens vraiment par le bas, au ras des pâquerettes, je veux dire, vraiment. C'était un travail où on voyait bien comment la notion de peur était structurée de manière assez homogène par différents types d'acteurs au sein même de ce phénomène social. Alors, si vous voulez, ce qu'on nous a dit, vraiment des gens de plusieurs origines, c'était, j'ai vu des gens manifester dans la rue, moi-même je n'aimais pas le chat, j'avais peur, parce qu'on avait la peur de la répression, et j'ai vu qu'ils criaient à bas le chat, et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé avec eux. Là, vraiment, ce passage, si vous voulez, est un passage qui est volontaire-involontaire. On n'est jamais dans un passage très réfléchi, rationalisé, construit. Non. On passe comme ça dans un mouvement où, je veux dire, on est entre ce que James Jaspers appelle précisément le feeling and thinking. C'est les deux, dans une sorte d'articulation indissociable, dans une forme d'agrégation qu'il est très difficile de disséquer. On ne peut pas donner une vision purement rationaliste de ce phénomène. Et on ne peut pas donner une vision non plus purement irrationnelle de ce phénomène. C'est vraiment passion, raison, volonté, en même temps prise en charge par une sorte d'atmosphère effervescente, comme dirait Durkheim dans un autre contexte. C'est vraiment ce phénomène. Donc, je me suis trouvé dedans et j'ai commencé à crier aussi, mort au chat. Et puis tout d'un coup, j'ai vu que ça me faisait du bien. Et j'ai continué. Et donc, voilà un côté, si vous voulez, qui peut être
perçu comme étant une rationalisation ex post facto, mais en même temps qui donne, ça c'était vraiment des entretiens qu'on a fait presque au moment des événements, je veux dire, avec Paul Vieille, paix à ses cendres, puisqu'il est mort l'année dernière. Et puis après, intervient la notion de colère, peur, et puis colère vis-à-vis du Shah qui réprimait le mouvement par la police, par la sécurité, etc. Et cette colère s'articule ensuite à ce qu'on pourrait appeler une vision qui deviendra par la suite beaucoup plus formalisée, mais qu'au début ne l'est pas, sous cette forme-là, la notion du martyr. Martyr, c'est-à-dire, une expression sur laquelle vraiment, shahid, en arabe, en persan d'ailleurs, expression avec une lourde connotation religieuse, mais aussi culturelle et politique par la suite. Et donc, voilà, je m'expose à la mort, puisqu'il me tire dessus, et en un sens aussi, je vais passer à l'acte, je vais exercer une certaine forme de violence contre eux. Donc, cette notion de martyr, et d'ailleurs, ça a cette spécificité d'être dans une forme de violence réciproque. Réciprocité dans la violence. Puisqu'il s'agit d'une violence légitime. Et donc, ce passage se construit donc dans cette espèce de dramaturgie révolutionnaire, dramaturgie où on sent bien qu'il y a un degré, moi je dirais, très élevé de sincérité. On ne ment pas, c'est vraiment parce qu'on y participe. Et puis, plusieurs d'entre ces jeunes qu'on avait interviewés et qui n'avaient aucune position officielle, c'était vraiment des jeunes vraiment par le bas, le disaient sans avoir aucun intérêt perceptible, du moins par nous. Et ce qui faisait qu'on sentait qu'il y avait une sincérité, c'était que des gens très différents, à des endroits très différents, disaient un peu la même chose. Je veux dire, quand on voit cette espèce de d'homogénéité structurelle dans les affirmations sur un phénomène qui n'a pas été concerté par les gens, on peut penser raisonnablement qu'il y a quelque chose qui s'est passé et où la participation des uns et des autres a eu un sens, a revêtu une signification, que cette signification partagée était profondément liée à des affects, à des émotions qui fusaient de partout sous cette forme-là.